On commence, voilà, bien sûr. Allez-y, professeur. Merci Madame Gougram. Donc, chers collègues, honorable audience, donc connectés, bonjour. Donc, on va voir aujourd'hui une autre thématique, c'est l'hépatopathie métabolique dans le diabète de type 2. Donc, quelles sont ses particularités et comment on peut, c'est-à-dire, euh, la prendre en charge et la dépister d'une manière précoce. Je sais pas Est-ce que vous voyez l'écran? Je ne sais pas, voilà. Très bien. Voilà, très bien. Donc, l'hépatopathie métabolique est devenue pratiquement l'hépatopathie, euh, une hépatologie parce que, comme vous le savez, donc la première cause de cirrhose était la cirrhose alcoolique dans les pays développés. Et actuellement, il y a un changement de l'épidémiologie et l'hépatopathie métabolique, donc avec l'augmentation de la prévalence et de l'incidence de l'obésité, est devenue actuellement la première cause de cirrhose et également de transplantation hépatique Merci, madame. dans les pays développés et également aux États-Unis. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la particularité. الاوريجينال باش تحطي هذه معاها لا لا لا، كنت فهمت ما تعطيني لي Ah, سوليسيون il y a ديال un الفاكسور. bruit de fond. هذه هي Madame Gouga, يمكن على راحت. ولا دوك هذه ويلي لا، شوف باغ كونتخ تكتبي. عطينا وحده ما فيهاش اللي ما الكتيبه فيهاش الكتيبه هذه Madame اللي ما Gouga, فيهاش تخربيش اللي هذه ما فيهاش تخربيش. روح قول لها تعطيها لك باش نفاكسيها دوك نحيها من الراس Madame Gouga. Donc, finalement, l'hépatopathie métabolique, elle est particulière, on va le voir chez le patient diabétique de type 2. Elle a une certaine agressivité et une prévalence plus élevée. Donc, on va voir les particularités chez le patient diabétique de type 2 de cette hépatopathie métabolique, c'est-à-dire quels sont les points particuliers de cette hépatopathie métabolique du diabétique, est-ce qu'elle diffère du sujet non diabétique, comment la dépister en consultation de diabétologie et comment la prendre en charge et quelles sont donc actuellement les thérapeutiques indiquées donc, dans la prise en charge de cette hépatopathie métabolique. Donc, il y a un lien intime, si vous voulez, entre le diabète de type 2 et l'hépatopathie métabolique, parce que finalement, la physiopathologie, on a des facteurs de risque communs. Le facteur de risque le plus important, c'est l'obésité. L'obésité, elle donne une insulino-résistance et elle donne un diabète de type 2. L'obésité également donne de l'insulino-résistance hépatique et elle donne les hépatopathies métaboliques. Donc finalement, chez les sujets qui ont une hépatopathie métabolique, c'est des sujets à risque de faire un diabète de type 2. Et également, l'autre sens, les diabétiques de type 2 avec tous les facteurs de risque, l'obésité, l'insuline-résistance, l'inflammation, sont des sujets à risque de faire une hépatopathie métabolique. Vous voyez un petit peu ce lien entre les deux et ce lien, et il y a une auto-aggravation entre les deux pathologies. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va voir un cas clinique sur un patient avec un diabète de type 2 et une obésité abdominale et des facteurs de risque cardiovasculaire et une élévation des enzymes hépatiques. On va voir comment diagnostiquer l'hépatopathie métabolique chez le diabétique de type 2. On va voir un petit peu quelle est la physiopathologie de cette hépatopathie dans le diabète, les différentes stades, quelles sont les approches thérapeutiques. Et également, il y a une particularité également de la prise en charge de l'hyperglycémie chez les sujets qui ont une hépatopathie métabolique. Non seulement l'hyperglycémie, mais également il y a une problématique. Est-ce que je donne les statines alors qu'on sait que les statines sont hépatotoxiques et si on a une élévation des enzymes hépatiques chez les sujets diabétiques de type 2, est-ce que on peut laisser des statines? Comment les surveiller? On va discuter de tout ça donc dans cette présentation. Donc, je vous pose la première question. Donc, quelle est la prévalence de l'hépatopathie métabolique dans la population générale? Donc, ça, c'est la première question. Est-ce que c'est 5%, c'est 10%, c'est 25%, c'est 30% et 40%?
Là, on ne parle pas de diabète, on parle de population générale. Donc, chez les adultes, quelle est la prévalence donc, de l'hépatopathie métabolique? Je vais voir les là, 25%, 10%, 40%, oui, 40 ou 30%, 30%, 30%, très bien, 5%, 25%, oui. Donc les avis diffèrent. Dans la population générale, en réalité, il y a 25%. Donc, avec l'augmentation de l'obésité partout dans le monde, il y a 25% de prévalence de l'hépatopathie métabolique. Donc, on parle des différents stades, de la stéatose jusqu'à la cirrhose. Et si je vous pose une autre question, quelle est la prévalence chez la population diabétique de type 2? Donc là, on a précisé, diabétique de type 2, quelle est la prévalence de l'hépatopathie métabolique? Est-ce que c'est 15%, c'est 20%, c'est 30%, c'est 40%, c'est plus de 50%? Dans le diabète de type 2, comparé à la population générale, est-ce que le risque est augmenté? Et s'il est augmenté, il est de combien? Donc, je vois ici 40%. Bien. D'autres, là, 40. Finalement, vous voyez que parfois on sous-estime la prévalence de l'hépatopathie métabolique. Elle est de plus de 50%. Donc, elle est vraiment très prévalente, très fréquente, l'hépatopathie métabolique dans la population diabétique de type 2. Vous voyez qu'on passe de 25% dans la population générale à plus de 50%, voire dans certaines séries. Chez les Américains, c'est 80% des diabétiques de type 2. Chez les Européens, entre 50 et 60%. Donc, en moyenne, c'est 70% dans le diabète de type 2. Vous voyez qu'on passe de 25% dans la population générale à euh, plus de 50% chez la population diabétique de type 2. Et finalement, si je prends les diabétiques, les diabétiques ou les non-diabétiques, et là, c'est problématique. Donc, quels sont les patients qui vont nous poser problème? C'est-à-dire, on a le stade de la stéatose, on va le voir après, mais il y a des stades qui vont évoluer vers la fibrose, donc les stades avancés de fibrose. Donc, quelle est la proportion des patients qui vont évoluer, qui vont nous poser problème, qui vont évoluer vers des stades de fibrose hépatique? Ça, c'est des questions importantes pour palper un petit peu la problématique. On est devant quel type de pathologie, quels sont les critères de gravité. Donc, selon vous, donc, quelle est la... Voilà. Donc, 10%, 30 ou 40%, très bien, 25%. Finalement, c'est 30 à 40, 35 à 40%. Vous voyez un petit peu, c'est vraiment une pathologie qui va nous poser problème. En Algérie, il y a 15 ans, 20 ans, vous ne voyez jamais des hépatopathies métaboliques avec des stades avancés de fibrose. Mais actuellement, en hospitalisant des patients obèses, diabétiques, on a reçu même une patiente avec une cirrhose métabolique, donc confirmée par biopsie. Donc, on suit un petit peu la tendance mondiale parce qu'on a changé notre mode d'alimentation. On s'est américanisé donc, dans notre mode d'alimentation, surtout dans les grandes villes et même le milieu rural. Il y a- il y a un changement brusque du mode alimentaire. Il y a très peu de consommation de légumes, beaucoup de consommation de sucres raffinés et de graisses saturées, ce qui fait qu'on a également une augmentation de ces hépatopathies métaboliques. Et une donnée très, très importante, c'est que c'est des hépatopathies qui évoluent et qui évoluent vers des stades avancés de fibrose. Donc, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on aura en consultation beaucoup de patients qui vont nous poser des problèmes hépatiques. Donc, finalement, le diabétique,
ou le non-diabétique. Donc, avec l'obésité, on se focalise trop sur le cœur, c'est vrai, c'est important, sur le rein, sur le cerveau, avec l'augmentation des accidents vasculaires cérébraux, mais également, il y a le foie qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça, le but de cette présentation, c'est de vous alerter sur cet organe qu'on oublie souvent. Et parfois, on passe rapidement devant une échographie qui montre une stéatose. Non, il faut être alerté, il faut dépister ces stades de cirrhose et prendre en charge précocement pour ne pas être dans des stades tardifs de cirrhose où pratiquement on peut rien faire. Donc la progression, c'est d'abord la définition. La définition de l'hépatopathie métabolique, et d'abord, le premier stade, c'est la stéatose. La stéatose, elle est définie par la présence donc, de plus de 5% de la masse hépatique sous forme de graisse. Donc, c'est les 5% à retenir, 5% donc, de graisse hépatique, et donc plus de 5%. Et c'est un diagnostic d'élimination, donc c'est un diagnostic où on devrait éliminer les autres causes donc d'hépatopathie. Et la plus fréquente, c'est l'hépatopathie alcoolique, surtout dans les pays développés, s'il y a une consommation donc de plus de 10 grammes par jour d'alcool chez la femme et de 20 grammes par jour d'alcool chez l'homme. Donc on a le stade de stéatose, après on a un stade de fibrose qui commence à évoluer. Donc, c'est le NASH, c'est la stéatohépatite. Donc, on a une inflammation, on va le voir après. Et avec cette inflammation, il y a un développement de fibrose. Vous voyez les stades de fibrose, donc de 1 à 2. Plus la fibrose avance, on va vers des stades de cirrhose. Et la cirrhose métabolique, je vous ai dit, c'est la première cause donc de cirrhose dans le monde actuellement, dans le monde occidental, mais également dans les pays en voie de développement et les pays émergents. Donc même chez nous, on a une augmentation des cirrhoses métaboliques, et la cirrhose métabolique, comme la cirrhose alcoolique, expose au risque de carcinome hépatocellulaire. Et également, c'est devenu dans les pays développés la première cause donc de transplantation hépatique. À côté de ce risque hépatique, qui est un risque surtout fonctionnel, mais également il y a un risque vital. Donc, tout au long de cette évolution de la fibrose, on a différents risques qui sont surajoutés. Donc, le sujet qui a, et c'est des données récentes, les sujets qui font de la fibrose hépatique font plus de cardiopathie ischémique. Vous voyez un petit peu le lien entre le rein et le cœur, mais également entre le foie et le cœur. Il y a une relation linéaire pratiquement entre le degré de fibrose hépatique et le risque cardiovasculaire. Également, il y a une relation entre le foie et le rein. On a le syndrome hépatorénal. Donc, on a démontré dans les études que les sujets avec un stade avancé de fibrose hépatique et de cirrhose, c'est des sujets à risque également de néphropathie, d'insuffisance cardiaque. Et également, c'est des sujets à risque de neuropathie et d'amputation du pied diabétique. Donc, le lien, il est intriqué. Pour vous dire, cette figure résume bien ce lien. 70 à 80% des patients diabétiques de type 2 font une hépatopathie métabolique. Donc, les sujets qui ont une hépatopathie métabolique font plus de diabète. Donc, si je démarre de l'hépatopathie métabolique sans diabète, dans l'évolution, ils vont faire un diabète. L'hépatopathie métabolique chez le diabétique, elle a une progression anormale, elle progresse rapidement parce que le diabète, c'est une pathologie profibrosante. Donc l'hyperglycémie, elle favorise, elle stimule la fibrose hépatique. Et donc ce qu'on obtient comme avancement dans les stades de fibrose chez le non-diabétique en 10 ans, on peut l'obtenir en 3 ans, 5 ans chez les sujets diabétiques. C'est pour ça que les sociétés savantes s'alertent. Il y a une alerte sur cette particularité de fibrose accélérée chez les patients diabétiques de type 2 comparé aux sujets non diabétiques. Et le diabétique et qui ont de l'hépatopathie métabolique, c'est des sujets à haut risque cardiovasculaire et rénal. Donc, comment se développe cette hépatopathie métabolique? Tout commence par l'obésité, ce tissu adipeux, avec une inflammation du tissu adipeux qui fait qu'il y a une lipolyse. Donc, lorsqu'il y a un excès de substrat énergétique au niveau du tissu adipeux, il va libérer des acides gras dans la circulation. Les acides gras vont venir vers le foie. Le foie, il va emmagasiner ces acides gras sous forme de triglycérides. Donc, ça, c'est lorsqu'on dépasse les 5% de la masse hépatique, c'est la stéatose hépatique. Ça, c'est le premier stade.
Mais après, cette stéatose va se développer parce qu'il y aura de la graisse ectopique, parce que le foie n'est pas censé emmagasiner beaucoup de graisse. S'il y a de la graisse en excès et d'une manière ectopique, elle devient comme un corps étranger. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura une libération donc, de facteurs de l'inflammation, surtout les céramides et le diacylglycérol. C'est des intermédiaires lipotoxiques. Ces intermédiaires lipotoxiques vont stimuler l'inflammation, donc il y aura un appel des cellules inflammatoires, parce que le foie, il contient également des cellules inflammatoires. Il n'y a pas que les hépatocytes, il y a l'interstitium, il y a les cellules inflammatoires. Et pour ces cellules inflammatoires, il y a des corps qui sont anormaux, c'est les lipides en position ectopique. Il y aura de l'inflammation, et qui dit inflammation dit le développement d'une fibrose. Donc c'est un tissu donc, avec une inflammation, c'est le stade de stéatohépatite. Donc, hépatite, c'est inflammation hépatique. Ce n'est pas l'inflammation hépatique virale, c'est l'inflammation hépatique métabolique avec les marqueurs de l'inflammation. Et à la longue, il y aura des parties, vous voyez ici, les parties du foie où il y a beaucoup d'accumulation de lipides, il y aura une inflammation et à partir de cette inflammation, il y aura une apoptose, une mort des cellules hépatiques, et ils seront remplacés par de la fibrose. C'est comme une cicatrisation, donc il n'y aura que de la fibrose. C'est du tissu hépatique non viable fibrosé. Donc, je vous pose la question suivante et j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à cette question. Quels sont les adultes où on doit dépister? Si je prends en dehors du diabète, vous recevez, il y a beaucoup de médecins généralistes qui voient des patients avec diabète ou sans diabète. Quels sont finalement, lorsque vous recevez en consultation de médecine générale ou de médecine interne ou une autre spécialité, même en néphrologie, en cardiologie, donc quels sont les adultes qui sont à risque de faire une hépatopathie métabolique? Donc ça, c'est une question cruciale, parce qu'il ne faut pas se limiter à certaines spécialités, il faut donc qu'il y ait une vision globale. Donc en médecine, quels sont les patients qui doivent bénéficier d'un dépistage de cette hépatopathie métabolique? Parce qu'on ne peut pas faire le dépistage universel. On ne peut pas faire un dépistage chez tous les patients qui consultent en médecine générale ou en médecine spécialisée. Selon vous, quels sont les patients candidats à un dépistage, mis à part les donc alcooliques sous traitement diabétique, hypothyroïdie, très bien, alcoolique, très bien, obèse, très bien, c'est des bonnes réponses. Obésité, consommation de certains médicaments, très bien. Il y a beaucoup d'hépatopathies donc iatrogènes, donc secondaires. Triglycérides élevés, oui, c'est le syndrome métabolique, très bien. C'est des réponses assez balèzes. Triglycérides, obèses. Oui, pratiquement, vous avez répondu. Diabète de type 2 et syndrome métabolique, antécédents familiaux, ça c'est un point très très important. Même un sujet en normopathie vous dit, j'ai la maman qui a fait une hépatopathie et il faut dépister. Certes, il y a la génétique, antécédents d'hépatite, oui. Voilà, c'est des bonnes réponses. Finalement, obésité et ou syndrome métabolique, prédiabétique ou diabétique de type 2. Stéatose hépatique, et ça, c'est ce que vous avez oublié, toutes. Parce que les gens, actuellement, ils font pour beaucoup de symptômes, pour des échographies abdominales, pour le rein, ils ne se sentent pas bien, pour des colopathies. Parfois, on tombe sur une stéatose hépatique. Donc, finalement, en consultation, il y a beaucoup de patients qui nous ramènent des échographies avec une stéatose hépatique. Et parfois, on néglige un petit peu, ah non, c'est rien, c'est un peu de graisse au niveau du foie. Il ne faut pas avoir ce langage rassurant. Il faut, par contre, alerter, pas dramatiser, mais surtout alerter les patients que c'est une composante du syndrome métabolique et que ce patient, il est à risque de faire beaucoup de problèmes métaboliques. Donc, obésité ou syndrome métabolique, prédiabétique ou diabétique de type 2, stéatose hépatique sur n'importe quel examen d'imagerie, il peut faire un scanner, il peut faire une IRM, il peut faire une échographie, souvent des échographies abdominales, et également des enzymes hépatiques perturbées. Donc, s'il y a une persistance d'élévation des enzymes hépatiques, il faut dépister donc, cette hépatopathie métabolique.
Donc, juste pour revenir au cadre nosologique et les définitions sont importantes pour qu'on puisse ensemble parler le même langage. Il y a le NFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, la maladie stéatosique non alcoolique. Donc, terme utilisé pour désigner un large spectre de la maladie, allant de la stéatose hépatique seule à la stéatohépatite et à la cirrhose, en l'absence de consommation continue ou récente de quantité importante d'alcool, ou la présence dans un diagnostic d'élimination d'autres causes secondaires de stéatose hépatique. Donc, la stéatose hépatique est définie par l'excès de graisse au sein des cellules du parenchyme hépatique, à savoir plus de 5% du poids du foie ou plus de 5% des hépatocytes. Recording in progress. Donc, plus de 5% des hépatocytes chargés de gouttelettes lipidiques à l'histologie. La stéatohépatite non alcoolique, donc c'est un stade d'hépatite et donc ça commence la fibrose. Donc, c'est une sous-entité du NFLD définie histologiquement, donc c'est un diagnostic histologique par l'association de stéatose, d'une inflammation, donc il y a un infiltrat inflammatoire dans les lobules hépatiques et d'une souffrance hépatocytaire, donc il y a une ballonisation hépatocytaire. Donc, histologie, stéatose, infiltrat inflammatoire et également lésion hépatocytaire, et donc sous forme d'une ballonisation donc, hépatocytaire. Juste, je vous dire, en 2023, il y a eu un changement un petit peu on parlait de NFLD, actuellement on parle de MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Pourquoi il y a eu un changement? Juste pour également parler le même langage. Finalement, on avait un problème parce que les gens en Occident, ils consomment de l'alcool. Et on disait que pour définir le NFLD, il faut éliminer l'alcool, mais finalement, le sujet peut être obèse, il a un syndrome métabolique et il consomme de l'alcool. Donc, ils ont revu la chose, ils ont créé plusieurs entités qui sont plus claires que la définition précédente. Donc, c'est une classification assez simple. Recording stopped. Donc, si on a une hépatopathie métabolique sans consommation d'alcool, c'est une hépatopathie métabolique, donc métabolique pure. Donc, c'est le MASLD, Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, où on a un risque d'évolution vers l'hépatite. Donc, là, l'hépatite, le NASH devient MASH. Donc, on parlait de non-alcoolique stéatohépatitis. Actuellement, on parle de MASH, c'est juste un changement métabolique dysfunction associated stéatohépatitis, pour dire que c'est une stéatohépatite métabolique. Après, ils ont créé une entité intermédiaire où il y a la consommation d'alcool et l'hépatopathie métabolique. Et là, c'est le MET-ALD, c'est Metabolic Alcoholic Liver Disease. C'est qu'on a les deux composantes et parfois on a une composante métabolique plus importante ou une composante alcoolique plus importante. Après, le troisième, c'est l'hépatopathie alcoolique, donc Alcoholic Related Liver Disease. Et après, on a les autres causes qui sont plus rares. Donc, c'est des causes avec les causes thérapeutiques, les drug-induced liver injury, les maladies monogéniques, et si on n'a pas de cause, c'est l'hépatopathie cryptogénique. Donc finalement, pour la définition de l'hépatopathie métabolique, donc on se base surtout sur les critères du syndrome métabolique. Les critères du syndrome métabolique que vous connaissez, donc un BMI plus de 25 kg par mètre carré, et un taux de glucose supérieur à 100 mg ou un diabète, donc un prédiabète ou un diabète, une tension artérielle supérieure à 130-85 mm de mercure ou patient traité pour hépatopathie, pour hypertension, pardon, un taux de triglycérides supérieur à... Pardon? Oui, Madame Bougam.
Ah, très bien. On revient. Très bien. Désolé pour cette interruption. Je ne sais pas où on s'est arrêté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire est-ce qu'on s'est arrêté ici ou après? J'attends votre réponse. J'ai fermé mon micro, c'est cette plaque. Ah, c'est cette plaque. Bon, vous avez un peu avancé sur cette plaque, mais D'accord, slide verte, le syndrome. Ah, très bien. Donc, on a bien avancé. Très bien. Donc, on n'a pas beaucoup perdu de. Très bien. Donc, voilà la plaque verte. Très bien. Donc, ici, pour refixer les idées, c'est pas grave. est-ce qu'on a fait cette plaque, s'il vous plaît? Ça, c'est important. Votre micro, votre nom, on vous entend pas. Oui, si. Voilà, راح أهدر. Très bien, oui. Ça va, ça va. C'est Oui, cette ça plaque. va, on vous entend. Oui, donc très bien. Donc, juste pour. هاد la plaque هذه ما شفتوهاش من قبل sur ce slide. D'accord. Si, elle parle. Bon, donc, on a vu cette plaque. Donc, allez, je répète cette plaque. Elle est importante. Je pense qu'on répète quelques. Répétez la plaque, répétez. Donc, juste pour vous dire que la nouvelle nomenclature, c'est on est passé du NFLD, donc le Non-Alcoholic Liver Disease. On a changé un petit peu de nomenclature. Donc, en 2023, les sociétés européennes et américaines d'hépatologie, ils ont fait une nouvelle classification pour homogénéiser donc, les définitions, pour que tout le monde parle le même langage. Et on a enlevé, si vous voulez, ce critère d'exclusion qui était la consommation d'alcool. Et donc, on a créé pratiquement 5 entités que vous voyez sur cette figure. La première entité, c'est l'hépatopathie métabolique pure, c'est-à-dire on n'a pas d'autre cause. C'est le syndrome métabolique qui a entraîné cette hépatopathie. Et on l'a appelé MASLD, donc Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Donc ça, c'est l'hépatopathie métabolique qui peut évoluer vers les stades inflammatoires, qu'on appelait auparavant NASH, et qu'on appelle actuellement MASH, c'est Metabolic Dysfunction Associated Steatohepatitis, c'est l'hépatite métabolique pure. Après, il y a une deuxième entité qui est intermédiaire, parce que c'est des patients qui ont un syndrome métabolique et qui consomment de l'alcool. Donc, on a appelé MASLD with increased alcohol intake. Donc, c'est une consommation excessive d'alcool, mais déjà, ils ont une composante métabolique. Dans cette entité intermédiaire, il y a soit une prédominance de la composante métabolique, soit une prédominance de la composante alcoolique. Tout dépend de la consommation d'alcool par jour. Donc, s'il dépasse 50-60 grammes par jour de consommation d'alcool, c'est une prédominance alcoolique. Par contre, s'il est autour de 20 à 30 grammes d'alcool, c'est une composante métabolique. Après, il y a l'hépatopathie alcoolique classique, c'est la troisième entité. Après, il y a les autres causes qui sont beaucoup moins fréquentes. C'est les causes iatrogènes, c'est les causes monogéniques. Et si on ne trouve pas de cause, c'est les causes cryptogéniques. Donc, la définition finalement de l'hépatopathie métabolique, si on a une stéatose, souvent on n'en fait pas de biopsie parce que c'est un geste invasif. On le fait pour certains stades de fibrose qui sont avancés, on va le voir après, mais on ne fait pas de biopsie chez tout le monde. C'est surtout les examens d'imagerie, l'échographie, et actuellement, il y a l'avènement de l'IRM hépatique avec un module d'IRM qui est la quantification des graisses. L'IRM actuellement, elle s'est développée, donc et elle peut quantifier la graisse et elle peut même vous donner des données qui sont proches de la biopsie. C'est des IRM très sensibles qui peuvent quantifier d'une manière très précise la graisse hépatique. Donc, actuellement, les travaux, surtout avec l'IRM hépatique. Donc, si on a une stéatose, souvent par l'échographie, parfois avec des autres examens d'imagerie, on va se baser sur les critères du syndrome métabolique que vous connaissez, les 5 critères, le BMI ou le tour de taille, il faut l'ajuster sur l'ethnicité, parce que chez les Caucasiens, pour définir une obésité, c'est c'est 30, pour définir un surpoids, c'est 25, mais pour les Asiatiques, c'est différent. Pour les Asiatiques,
L'obésité, elle est définie à 27 kg par mètre carré, non pas à 30 kg par mètre carré. Un prédiabète ou un diabète, donc le prédiabète est défini par une glycémie à jeun supérieure à 1 gramme ou une glycémie postprandiale entre 140 et 199, ou un diabète de type 2, une hypertension artérielle traitée ou des pressions artérielles supérieures ou égales à 130-85 mm de mercure, une hyper-TG ou un traitement de la dyslipidémie, et le dernier, c'est également une hypo-HDLémie ou un traitement de la dyslipidémie. Donc, si on a ces critères du syndrome métabolique qui sont présents, donc c'est une stéatopathie métabolique. Après, la question qui se pose, est-ce qu'il prend autre chose? Est-ce qu'il prend de l'alcool, par exemple? Si vous dites non, c'est une hépatopathie métabolique pure. S'il prend de l'alcool, c'est une mixte. S'il n'y a, y a pas de critères du syndrome métabolique, ça peut être soit cryptogénique, soit les autres causes, c'est surtout les causes médicamenteuses. Donc, les causes médicamenteuses, c'est les corticostéroïdes qu'on utilise, c'est les œstrogènes, c'est les tétracyclines, c'est l'amiodarone, parfois des inhibiteurs calciques, tamoxifène. Il y a également la chirurgie bariatrique peut donner également certaines formes de stéatose, surtout s'il y a une perte de poids rapide. Donc, ça équivaut au syndrome de malnutrition. Il y a les maladies génétiques ou métaboliques, donc la maladie de Wilson, les syndromes lipodystrophiques, c'est des syndromes de résistance à l'insuline génétique. Et ça, c'est des causes génétiques ou métaboliques. Après, il y a les toxines industrielles. Donc, juste ce graphe résume d'une manière très claire les différents stades. Donc, foie healthy liver, donc un foie normal, peut faire une stéatose, c'est une graisse qui dépasse les 5%. Il n'y a ni inflammation, ni dommage hépatocellulaire. C'est des stades rassurants, mais il peut évoluer, on l'a vu, peut évoluer malheureusement vers des stades plus avancés. C'est le NASH ou le MASH. Donc, il y a une stéatohépatite, et la stéatohépatite, c'est un diagnostic étiologique. Donc, en plus de la stéatose, on a une inflammation et on a une atteinte hépatocytaire avec une ballonisation, et la fibrose va progresser, et le stade avancé, c'est la cirrhose. Donc finalement, je reviens, ça c'est la population générale, et vous voyez que le diabétique, le 25% ici, devient 70%, ce qui fait que toute cette chaîne va augmenter, sera amplifiée. Si je prends le non-diabétique, 25% de la population générale vont faire une stéatose hépatique. Dans les stéatoses hépatiques, donc 10% vont faire un NASH, donc une hépatohépatite. Et s'il fait un NASH, c'est ça le problème, 40% ils vont faire la fibrose, et la fibrose va évoluer par 5% par an. Et si on arrive à des stades avancés, 5% par an, donc si sur 10 ans, il va prendre 50% de plus, 50 plus 40, c'est 90, on est dans des stades de cirrhose. Et la cirrhose, il y a un risque d'hépatocarcinome de 7,5% par 5 ans, qui est énorme, et également un risque d'insuffisance hépatique de 25% sur 5 ans. Donc, il y a un pronostic fonctionnel, il y a un pronostic vital avec l'hépatocarcinome, donc avec cette progression de la fibrose hépatique. Et dans toute cette progression de fibrose, comme vous le voyez, je le répète, et ça c'est important, même si on a un patient qui a un problème hépatique, il va faire plus de maladies métaboliques, il va faire plus de maladies rénales, il va faire plus de maladies cardiovasculaires, et parfois il n'arrive pas au stade de cirrhose parce qu'il décède d'un IDM ou d'un AVC, parce que le risque cardiovasculaire également est corrélé à la fibrose. Vous voyez un petit peu ce syndrome métabolique qui a bouleversé un petit peu les choses, parce que tout est relié, la fibrose hépatique, la maladie rénale chronique, l'hyperglycémie, tout est relié, et chaque anomalie métabolique ou cardiovasculaire ou rénale auto-aggrave, s'auto-aggrave et aggrave les autres organes. Donc la prise en charge, c'est quoi? C'est quoi les objectifs de la prise en charge? Prise en charge, on a des objectifs qui sont importants. Premier objectif, on va le développer, c'est l'objectif fonctionnel. Comment freiner cette hépatopathie métabolique? Parce que finalement, mon patient, il risque de faire une fibrose hépatique et de faire une cirrhose. Il risque de faire une insuffisance hépatique.
avec toutes les pathologies. Je me souviens lorsqu'on faisait nos stages d'externat et d'internat, on voyait les cirrhotiques avec l'encéphalopathie hépatique. C'est des malades très lourds à gérer et parfois ils nous posaient d'énormes problèmes dans les urgences médicales. Comment limiter cette progression de la fibrose et également comment limiter le risque cardiovasculaire et rénal chez ces patients. Donc on a plusieurs risques. On a un risque fonctionnel sur le foie, on a également d'autres risques fonctionnels sur le rein, par exemple, mais on a surtout des patients qui ont des risques cardiovasculaires et on doit les protéger contre des événements cardiovasculaires. Donc il faut qu'il y ait une prise en charge globale, holistique. Il ne faut pas voir que les enzymes hépatiques et le foie, il faut voir l'obésité, le diabète, l'hypertension, donc la dyslipidémie, tout ça, il faut le prendre en charge et la prise en charge, donc elle est importante. On va voir cette prise en charge et un petit peu comment dépister à travers une vignette. Donc, c'est une patiente âgée de 53 ans qu'on va discuter ensemble. Donc, elle a un diabète de type 2 elle a fait un diabète de type 2 suite à une infection sévère du SARS-CoV-2 dans un contexte d'obésité. Donc, BMI, au diagnostic, il était à 36 kg par mètre carré. Antécédent personnel d'acheter à traiter par un ARA2, la patiente rapporte qu'elle a bénéficié il y a quelques mois d'une échographie abdominale qui a montré une stéatose hépatique. Donc, elle vient en consultation, donc une patiente, comme on voit tous les jours en consultation, donc qui a fait un Covid et un diabète découvert suite au Covid, mais déjà elle avait un syndrome métabolique avec un BMI à 35 kg par mètre carré. Le traitement actuel, c'est la metformine 853 fois par jour, glyclazide à 60 mg jour. Elle est sous basal, insuline glargine, 24 unités le soir. Donc actuellement, elle a perdu du poids. Donc au diagnostic, elle était à 36. Donc elle a un BMI à 33,6 kg par mètre carré, 86 kg, tour de taille à 100 cm, pression artérielle correcte. On a son bilan, glycémie à jeun à 1,54, HbA1c à 7,9, LDL cholestérol élevé à 1,74, HDL à 54 mg par décilitre, cholestérol total à 203 mg par décilitre, triglycérides à 160 mg par décilitre, créate à 8, débit de filtration glomérulaire à 88, l'ACR à 20, mais elle pose un problème, elle a des ASAT qui sont élevés, les ALAT à 133 unités par litre et les ASAT à 76 unités par litre. Donc, il y a une élévation des enzymes hépatiques. Est-ce que on va dépister chez cette patiente donc un stade de fibrose hépatique? Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, la question, la réponse, elle est évidente. J'aimerais bien voir vos réponses. On dépiste ou pas? Oui, très bien. Donc, on va dépister. Là, très bien, oui. Si, très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'on fait comme test de dépistage des stades avancés de fibrose. Quel est le marqueur à calculer? IRM, non? Je réponds. D'autres propositions? Qu'est-ce que je fais? FIB4, très bien. FIB4, échographie abdominale et score FIB4, très très bien. FIB4, NFS, oui. NFS, il est un petit peu abandonné. Le FIB4, il est plus utilisé. Mais NFS, c'est pas faux. On peut l'utiliser également. Très bien. Donc, c'est des bonnes réponses. Donc, le FIB4, il faut faire le FIB4. Et vous voyez que toutes les sociétés savantes s'accordent pour vous dire il faut faire un FIB4. Il y a ceux qui vous disent il faut le faire chez tous les diabétiques. Il y a ceux qui vous disent non, il faut le faire s'il y a une élévation des enzymes hépatiques ou de la stéatose. Et les recommandations de les sociétés internationales des pathologies, elles vous disent diabète, il faut faire au moins un FIB4 annuel. Donc, le FIB4, il faut le faire. Le calcul, il est facile. Le calcul, il est facile. On a besoin de l'âge, des ASAT, taux de plaquettes et des ALAT. Et c'est l'équation, elle est là. Donc, j'ai besoin de l'âge, donc il est dans le dossier médical.
FNS, déjà, on fait une FNS au moins une fois par an pour voir les taux de plaquettes et pour voir autre chose. Les enzymes hépatiques, c'est une fois par an. Donc, une fois par an, je calcule le FIB4. Donc, il y a des applications sur vos téléphones. C'est comme le score du risque cardiovasculaire qui existe en application, le débit de filtration glomérulaire qui existe en application. Il y a également le FIB4 qui existe en application. Donc, on n'a pas besoin de calculer. Tout est à votre disposition. Il faut juste le faire. Ça prend 10 secondes. Âge, ASAT, plaquette, ALAT. Vous mettez, il vous donne le FIB4. Donc, le FIB4, on le calcule et on a trois niveaux, donc trois couleurs. Donc, on a soit un FIB4 qui est bas, inférieur à 1,3, et là, je vais rassurer le patient, donc il n'y a rien, mais on le refait dans une année. Soit c'est un taux intermédiaire entre 1,3 et 2,67, là, il y a un risque intermédiaire, et là, je dois l'orienter donc pour faire l'élastométrie ou si vous voulez le fibroscan. Il faut faire un fibroscan parce que c'est un score intermédiaire. S'il a un score plus de 2,67, il faut l'envoyer directement en consultation d'hépatogastro-entérologie parce que c'est un patient qui va faire une cirrhose s'il reste comme ça. Donc, plus le 2, il est dans le rouge, il faut l'envoyer en hépatogastro-entérologie en, en adressant un courrier. C'est un patient qui présente un diabète de type 2 avec un syndrome métabolique. C'est un patient qui présente un FIB4 supérieur à 2,7 qui, euh, qui est synonyme d'une fibrose avancée. Donc, l'hépatologue, il va faire le fibroscan et s'il doute de l'étiologie, il peut faire une biopsie hépatique pour compléter le dossier. Donc, je reprends ma patiente, j'ai un taux de plaquettes à 180 000, j'ai les ASAT ALAT et j'ai son âge et je vais calculer. Finalement, patiente 53, 67 d'ASAT, 133 d'ALAT, 180 000 de plaquettes et j'ai un score à 1,94 et donc c'est un score intermédiaire. Un score intermédiaire, donc c'est on est dans le score intermédiaire. Donc le low risk, c'est inférieur à 1,3. Il faut le recontrôler après une année ou 2 ans selon les sociétés savantes, mais on le fait chaque année parce qu'on a les données. Pourquoi pas le faire chaque année? Score élevé directement, il y a un risque de cirrhose, il faut l'orienter en consultation spécialisée. Risque intermédiaire, il faut faire l'élastométrie, donc il faut faire le fibroscan. Donc, quels sont les examens d'imagerie qui peuvent être utilisés pour diagnostiquer la NFLD avec une fibrose cliniquement significative, donc avec un FIB4 qui est intermédiaire ou élevé. Donc, j'aimerais bien voir un petit peu les réponses. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme examen d'imagerie? Donc, pour qu'on parlera le même langage. Donc, l'examen d'imagerie a demandé échographie abdominale, TDM. TDM, non. IRM, c'est coûteux. Si on est dans un centre où il y a une IRM, il n'y a pas mieux, mais l'IRM n'est pas accessible. Scan, non. Fibroscan. Fibroscan, s'il vous plaît, l'élastométrie. Parce que les fibroscans, ce n'est pas un scan, c'est une échographie assez développée parce que c'est une onde qu'on envoie vers le foie et on va analyser donc deux paramètres qu'on va voir. Donc fibroscan. Fibroscan, ce n'est pas un scanner, c'est comme une échographie. Donc, il permet d'avoir. Donc, ça, c'est les examens complémentaires. Vous voyez l'échographie, le fibroscan, il est non invasif, il n'est pas cher, il est, on peut l'avoir rapidement. Donc, l'IRM, c'est l'examen de référence, mais l'accessibilité, il m'a parlé qu'il les disadvantages, c'est expensive, c'est cher, c'est coûteux, on ne peut pas demander. Donc, après, il y a l'IRM, elle est très importante parce qu'on a je vous ai dit, le PDFF, donc un module qui permet de quantifier d'une manière excellente donc la quantité de graisse. Donc, après l'échographie, c'est souvent le fibroscan. Et dans certains centres où on a l'aisance de faire une IRM, si on veut faire une IRM, c'est également un bon examen. Donc, le fibroscan, ce qu'on fait, le fibroscan, il y a deux paramètres. Il y a le CAP et LSM. Ça, c'est bien de le savoir pour pouvoir aller
on le fait. On dit que non, je ne suis pas spécialiste. Non, parce qu'il faut, demain, un malade vient en consultation, il vous ramène un compte rendu, il faut savoir l'interpréter. Ça, c'est important. Même moi, je suis diabétologue, et ça m'intéresse d'interpréter un fibroscan. Parce que j'aurai les résultats et le patient, il me demande, pour lui, oui, mais qu'est-ce que j'ai dans cet examen complémentaire? Je saurai comment donc interpréter. Il y a deux paramètres, le fibroscan. Le paramètre, c'est le CAP et le LSM. C'est très facile. Le CAP, c'est quoi? Le CAP, c'est Controlled Attenuation Parameter. Le CAP, c'est le degré de stéatose. Donc, le premier paramètre, c'est le CAP. Donc, je vais envoyer une onde et je vais voir le degré d'atténuation de cette onde. Plus il y a de la graisse, plus la onde va s'atténuer, donc plus rapidement. C'est un foie qui est plus il est graisseux, plus l'onde, elle va avoir des difficultés à passer donc le foie. Donc le degré d'atténuation, plus il y a l'atténuation, la diminution de cette onde, plus il y a de la graisse et on classifie. Donc S0, il y a moins de 10%, S1, c'est entre 10 et 33%, S2, c'est 34 et 66%, S3, donc il y a une stéatose aberrante, donc importante, plus de 66% donc de stéatose. Donc S0, S1, S2, S3. Donc le CAP, en fonction de cette mesure en décibels, donc inférieur à 248, c'est S0, entre 248 et 267, c'est S1, S2 et S3. Donc juste pour vous dire qu'il y a une quantification de la graisse par le CAP. Donc il va vous envoyer, donc le radiologue, il vous dit le CAP, il est à S2, donc je saurai que S2, c'est 34 à 66% de graisse. Pourquoi faire cette mesure? C'est que lorsque je fais après une approche thérapeutique, je fais maigrir mon patient, je peux refaire et voir, il peut passer par exemple de 34% à 5% et le patient, il améliore sa stéatose hépatique. Parce que l'échographie, comme vous le savez, c'est un diagnostic, c'est un examen subjectif, l'échographie. Pour lequel il y a de la graisse, pour lequel il y a une stéatose hépatique, mais aucun radiologue ne va vous dire elle est importante, elle n'est pas importante, quantifier, il ne peut pas quantifier. Donc, il nous fallait un examen de quantification. Le fibroscan permet de quantifier. Donc, on a cette quantification par le CAP. Le deuxième élément, c'est, on a vu le CAP et on va voir l'élasticité et la fibrose. Donc, il y a deuxième paramètre, c'est Vibration Control, donc Transition Élastographie, le VCTE, c'est l'élasticité. Donc, c'est l'élasticité. C'est pour ça qu'on parle, le fibroscan est appelé également un examen d'élastométrie. Donc, on va mesurer l'élasticité. Donc, plus il y a de la fibrose, donc il y a de la fibrose, là, c'est un autre paramètre, plus il y a de la fibrose, il y a un passage rapide, donc de l'onde qu'on va envoyer. Ce n'est pas la même chose que la graisse. Donc, lorsqu'il y a de la fibrose, il y a du vide. Donc, l'onde va passer plus rapidement. Et donc, plus il y a une rapidité de l'onde, plus on a une fibrose plus avancée. Vous voyez qu'avec la graisse, on a une atténuation de l'onde, mais avec la fibrose, on a une accélération de l'onde. Et à partir de là, le deuxième paramètre, c'est, vous voyez ici la stéatose, le CAP. Ici, vous voyez la fibrose, plus donc l'onde passe rapidement, donc ici 7,8 6,4 kilopascal. Donc, c'est significatif F2, F3, F4, c'est la cirrhose. Donc, finalement, plus l'onde passe rapidement, plus on a un degré de fibrose qui est rapide. En résumé, donc, chez un patient qui fait une stéatose hépatique, je demande donc un FIB4, je vais scorer ce patient. S'il est dans le vert, je vais le recontrôler dans une année. S'il est intermédiaire ou élevé, je vais faire un fibroscan. Le fibroscan va me donner deux paramètres, le S et le F. Le S pour la stéatose, il va la quantifier. Est-ce que c'est S1, S2, S3? Et pour la fibrose, il va me dire est-ce que c'est une F2, F3 ou F4. À partir de là, je vais orienter mon patient. Si j'ai la possibilité en médecine générale ou en médecine interne ou en diabétologie de faire le fibroscan, je vais adresser dans les stades avancés
Un stade F2, je peux rassurer, je peux traiter, mais un stade F3 et F4, FS, mais actuellement, les Standards of Medical Care de la Société américaine de diabétologie de 2024, ils vous disent qu'il faut préférer le FIP 4. Il est plus simple. Le risque, je recontrôle. Les Américains, les sociétés américaines, elles vous disent 2 à 3 ans parce qu'ils ont un souci de coût. Mais dans les autres sociétés européennes, on peut contrôler après une année. Risque intermédiaire ou élevé, il faut faire le fibroscan. S'il a un risque faible, je le recontrôle après. S'il a un risque élevé avec le fibroscan, on l'a dit, F3, donc il y a une fibrose avancée, ou F4, donc il y a une cirrhose, pardon, l'oriente vers un gastro-entérologue ou hépatologue. Donc juste, ça c'est les bilans qu'on fait dans le diagnostic différentiel. Donc c'est la sérologie hépatique, c'est également un bilan d'auto-immunité si j'ai un bilan hépatique perturbé. Recherche également d'une surcharge, donc il faut faire la ferritine. Donc tout ça à faire. Donc lorsqu'il y a un bilan hépatique perturbé, le diagnostic de la MASH, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer les hépatites auto-immunes, les hépatites virales et les maladies de surcharge. Donc la thérapeutique, et je vous pose la question suivante, j'aimerais bien voir votre retour. Quelles sont les modifications sur le mode de vie qui doivent être recommandées? C'est-à-dire, comment prendre en charge en réalité, c'est-à-dire en pratique? Parce qu'on peut demander aux patients, ah oui, vous faites un régime, vous faites ça, vous faites ça. Règle hygiène diététique, oui, mais comment? C'est-à-dire, quel est le but? Pour avoir une rentabilité sur le foie. Faire maigrir, oui. Combien faire maigrir? 20%? 20 kilos ou 20%? Oui, 5 à 10%. 10%, très bien. 10, oui. Donc, si je vous pose une autre question, la significativité de la perte de poids, elle commence à partir de quel pourcentage? Oui, on peut observer déjà une amélioration. 5%, très bien. Également, 5, très bien. Donc, 5%, très bien. Donc, c'est 5%. L'objectif, c'est une perte pondérale d'au moins 5% et de préférence, donc 10%. Donc, plus de 10%, on va le voir, on a même un bénéfice histologique, parce que finalement, la fibrose hépatique, contrairement à ce qu'on pensait avant, elle est réversible. Donc, il y a une réversibilité donc, de cette fibrose hépatique. Il faut qu'il y ait un programme structuré de perte de poids, parce qu'on ne peut pas dire aux patients, allez-y faire un régime, il faut qu'il y ait un déficit énergétique. Il faut qu'il y ait un déficit énergétique. Je reviens à cette patiente juste pour vous donner, on n'a pas le temps, peut-être on fera une séance, parce que la diététique, comment l'implémenter, elle est difficile. C'est-à-dire comment implémenter un régime chez un patient diabétique. 86 kg, si j'ai une patiente de 86 kg, pour qu'elle maintienne son poids, il lui faut 22 kilocalories par kilo de poids. Donc, je vous invite à me calculer, s'il vous plaît. 22 fois 86, c'est combien? Donc, votre réponse, c'est pour stimuler l'interactivité. Donc, 22 fois 20, 86. Réponse, s'il vous plaît. Je vais la calculer. Très bien. 1892 kilocalories. Donc, pour qu'elle maintienne ce poids,
il faut qu'il y ait une consommation de 1900 kilocalories, on va dire. Très bien. Donc, il faut créer un déficit énergétique. Il faut créer un déficit énergétique de, en moyenne, ce qui est recommandé, 400 kilocalories. Donc, il faut réduire donc 1900 à 1500 kilocalories. Et avec ce déficit énergétique, vous savez qu'un kilo de graisse, un kilo de graisse pour le perdre, il faut perdre combien de kilocalories, s'il vous plaît? Une autre question. C'est un petit peu. 22 kilocalories, c'est les études. C'est les métabolismes de base. Donc, les études ont démontré que chez l'humain, il faut, pour maintenir un kilo, il faut 22 kilocalories pour le maintenir. D'accord? Combien de calories il faut perdre pour perdre un kilo? Un kilo de graisse, il est égal à combien de kilocalories? Une réponse, s'il vous plaît? C'est à peu près 9000 kilocalories. Très bien. 9000 kilocalories. Si je veux les perdre sur un mois, je veux perdre un kilo de graisse par mois. Donc, je vais les diviser par, très bien, par 30. Donc, pour voir un petit peu la perte calorique par jour. Donc, 9000 sur 30, c'est combien? C'est 300. Vous voyez un petit peu. Si je veux dire à mon patient, il faut perdre du poids, et j'envisage une perte pondérale de 1 kg par mois, 1 kg de graisse, c'est 9000 kilocalories, il faut qu'il perde 300 kilocalories par jour. En Algérie, on mange beaucoup de pain. Les Américains, ils prennent avec le steak fait 1 kg, mais on n'a pas des steaks de 1 kg. Donc, on a beaucoup de pain. Donc, 1 gramme de glucides, il contient combien de kilocalories? 1 gramme de glucides. C'est 4 kilocalories, très bien. Donc, il faut qu'il réduise combien de glucides? 300 sur 4, c'est combien? Donc, 300, 150. Donc, 150 sur 2, c'est 75. 75 grammes de glucides. 75 grammes de glucides, c'est un peu plus d'une demi-baguette de pain. Une demi-baguette de pain, c'est 60 grammes de glucides. Donc, s'il réduit une demi-baguette de pain, il réduit quelques sucreries, on arrive facilement à réduire 400 kilocalories. Et avec la réduction de 400 kilocalories, s'il enlève déjà les boissons sucrées, ou il reste un peu de pain, donc un quart ou la moitié, non, mis à part la marche, s'il vous plaît, l'activité physique ne fait pas perdre du poids. C'est une donnée, on peut peut-être la discuter après. L'activité physique ne fait pas perdre du poids. La perte du poids, elle est obtenue par la restriction calorique dans toutes les études. L'activité physique, c'est dans une deuxième étape pour maintenir une perte de poids, la stabilité pondérale, obtenue par une restriction calorique. Parce que si vous demandez au patient de manger librement et de faire du sport, il ne va pas perdre du poids. Ça, c'est une autre séance. Parce que l'activité physique, elle stimule la prise alimentaire. Donc, il va récupérer, il va manger un peu plus et il va prendre du poids parfois. C'est pour ça qu'en consultation, pour que je fais du sport, je me suis inscrit dans une salle de sport, que ce soit les femmes ou les hommes, pour que je prends du poids. Donc, voilà. Le renforcement de la masse musculaire, oui, mais pas pour la perte pondérale. Il faut toujours qu'il y ait d'abord pour le foie une restriction calorique. Une restriction calorique, ça c'est important. Vous avez bien répondu, juste pour vous donner un petit peu les règles diététiques, ce n'est pas des paroles. Pas dire il faut faire un régime, il faut faire un régime. Non, il faut d'abord faire une enquête alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'il mange comme pain? Est-ce qu'il prend des sucres rapides? Et je vais réduire et dire aux patients, pour le pain, il faut prendre comme ça. Donc, je vais réduire une quantité de pain, donc un nombre de calories. Il faut enlever ces sucres. Il ne faut pas prendre 3, 4 mandarines. Il faut prendre 2 mandarines. Parce que si vous prenez 2, 4 mandarines, c'est beaucoup. Il y a du fructose. Le fructose est incriminé. Donc, il faut corriger après une enquête alimentaire. Donc, il faut faire un travail avec le patient pour avoir une perte pondérale. Donc, la perte pondérale, elle est importante. Le traitement, c'est une perte pondérale et j'aime beaucoup cette plaque. La plaque, elle est énorme, elle est importante. Vous voyez que pour la première fois, on a démontré que la fibrose régresse. Et vous voyez, en fonction de la perte de poids, on gagne sur le NASH. L'hépatite, elle régresse. Si on dépasse 10% de perte pondérale, 90% de régression de l'hépatite. La fibrose, elle régresse parce que le foie, il a ce pouvoir de régénérer.
Donc, on a 81% de régression de la fibrose. La stéatose, elle régresse de 100%. Vous voyez un petit peu l'intérêt. Elle est la patiente. Je reviens, 89 kilos. Donc, 89 kilos, c'est 86, pardon. Si elle perd 10%, 8,6, c'est rien. Si elle perd 9 kilos, elle va guérir de cette hépatopathie métabolique. Donc, c'est faisable. Mais l'humain, il est difficile, il résiste. L'humain, il résiste. Donc, on a une. Après, je vais vous donner une autre information. Dans les études britanniques, l'impact sur le foie, il est rapide. En 3 mois, on peut avoir un résultat. En 3 mois, dans les études britanniques, avec une restriction calorique. 6 semaines, 8 semaines, ils ont fait des IRM. Au début, il y a une disparition de la graisse hépatique. Donc, il faut rassurer le patient que ce qu'il fait comme effort pour réduire son poids, donc en matière de mésuration diététique et l'activité physique pour maintenir la perte pondérale et pour renforcer, comme a dit notre consoeur, la restriction calorique, on gagne. On gagne si on fait on suit les mesures diététiques. Le reste, ça va venir après le traitement médical. Le traitement médical, il a des effets secondaires. Le traitement médical, il a un coût. Il a des effets secondaires. Mais là, c'est rien, c'est gratuit. Au contraire, on va gagner de l'argent. Donc, s'il réduit son alimentation, il réduit les sucres rapides, il réduit les boissons sucrées, il réduit les matières grasses, il va gagner sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan coût, sur le plan effet secondaire, sur tous les plans, il va gagner. Et mis à part donc le weight management, donc la gestion du poids, c'est elle est capitale. Après, il y a les thérapeutiques. Les thérapeutiques, dans le diabète, il faut favoriser les thérapeutiques qui n'entraînent pas une prise pondérale. Il ne faut pas aller vers une insulothérapie intensive, insuline, parce que la patiente va prendre du poids, elle va aggraver. Il faut aller vers des thérapeutiques qui ne provoquent pas une prise pondérale, ce qui est recommandé dans les sociétés savantes américaines et européennes, et même asiatiques et canadiennes, c'est les agonistes des récepteurs du GLP-1 et c'est les inhibiteurs du SGLT2 parce que c'est des thérapeutiques qui permettent de contrôler le diabète et avec une perte pondérale en moyenne de 5 kg avec les inhibiteurs du SGLT2 et de à peu près 9 jusqu'à 15 kg avec les agonistes du récepteur du GLP-1 en fonction des molécules. Ça, c'est important. Donc, primo, équilibre du diabète, réduire le poids et préférer les molécules qui font pas prendre du poids. Ça, c'est. Après, il ne faut pas oublier que c'est un patient en globalité. Il faut qu'il y ait un contrôle de la pression artérielle. Il faut qu'il y ait, si la femme ou l'homme fume, il faut qu'il arrête. Donc, le tabagisme aggrave. Il faut qu'il y ait également une prise en charge de la dyslipidémie. Et là, on a un autre problème, la dyslipidémie. Si je prends cette patiente, est-ce que je vais la mettre sous statine ou pas? Vous voyez, je reviens à la patiente. Je vous pose la question suivante. Est-ce que je suis patiente que je peux mettre sous statine ou pas? Donc, j'attends vos réponses. Ça, c'est un point important, s'il vous plaît. Donc, metformin GLP-1, le citrate de. Non, non, très bien. Est-ce que je traite? Oui, non, non. Oui, non. Hépatotoxique, oui. Mais il peut décéder de son cœur. Oui, non, non. Vous voyez, ça, c'est une question complexe. Je comprends vos réponses. Je comprends parfaitement vos réponses. C'est un sujet de controverse. Mais on va essayer de le simplifier. Donc, on va essayer de le simplifier par rapport à beaucoup de choses. Avant, il nous disait, il ne faut pas que ça dépasse 3 fois la normale. Donc, avec 3 fois la normale, plus de 3 fois la normale, il faut arrêter. Mais vous voyez que dans toutes les thérapeutiques, si on arrête, il y a une perte de chance parce que le patient peut faire un IDM, un AVC. Donc les sociétés savantes, ils ont allégé un petit peu. Ils vous disent, non, il ne faut pas voir le chiffre des ASAT ALAT en statique. Il faut les voir en dynamique. Si vous avez un taux qui n'est pas supérieur à 5 fois la normale, vous pouvez voir, donc ils ont augmenté donc de 3 fois à 5 fois. Si vous avez un taux, par exemple, à 4 fois la normale, il ne faut pas arrêter.
Parfois, ils ont remarqué dans les études que lorsqu'on met des statines, parfois il y a une amélioration des taux d'azate à l'acte. Donc il faut maintenir, par contre, il faut surveiller rapidement. Donc il y aura une surveillance des azate à l'acte. Et cette surveillance, on aura deux scénarios, trois scénarios, si vous voulez. Le premier scénario, c'est que le taux va baisser. On est rassuré, on continue les statines parce que c'est une molécule importante dans la prévention du risque cardiovasculaire. Le deuxième scénario, c'est qu'elle va rester stable, elle ne va pas bouger. La cinétique, elle est stable et je vais maintenir le traitement. Par contre, si j'ai un taux qui s'élève dans le temps, donc à partir de 4 fois la normale, il passe à 6 fois la normale, là, il faut arrêter donc, les statines. Donc, il ne faut pas arrêter d'une manière brusque, il faut voir la cinétique. Donc, si ça ne dépasse pas les 5 fois la normale, il faut juste contrôler et ne pas donc, euh, c'est-à-dire, il ne faut pas mettre le patient, si vous voulez, dans une perte de chance par rapport à la prévention cardiovasculaire par la statine, parce que finalement, si on l'étiquette comme contre-indication à la statine, il ne va pas bénéficier de cette donc, protection. Donc, retenez, s'il vous plaît, entre 3 fois et 5 fois, on peut mettre, mais il faut surveiller la cinétique. La troisième problématique qu'on va aborder ensemble, quelles sont les thérapeutiques qui sont indiquées dans les stades avancés de fibrose et même dans la cirrhose. Il faut savoir que le foie il est un organe important de la contre-régulation. Lorsque vous faites une tendance à l'hypoglycémie, c'est le foie qui relargue le glucose sous l'influence du glucagon. Donc, toute défaillance hépatique, toute fibrose hépatique va altérer la contre-régulation. Donc, c'est des patients à haut risque hypoglycémique. C'est le premier point. Donc, c'est des risques élevés d'hypoglycémie. Également, c'est des patients qui nous posent un problème également par rapport à le métabolisme des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui sont, qui sont métabolisés par le foie et parfois on a des limites d'utilisation de ces médicaments chez les sujets donc, qui a une fibrose hépatique avancée, voire une cirrhose. Ce qu'on fait en réalité, c'est qu'il faut faire le score de Child et Perk, que vous connaissez, qui est ancien, qui se base sur le taux de bilirubine, d'albumine, l'INR, la clinique, l'acide et l'encéphalopathie hépatique. Et on va classer en A, B et C. Donc, les stades A, B, C de Child et Pug, classification très simple. Après, je vais voir. Et vous voyez que pratiquement, la metformine, on peut l'utiliser, certes, mais l'effet, il est médiocre à l'èche parce que finalement, lorsqu'on a une fibrose hépatique avancée, il y a très peu de production hépatique du glucose parce qu'il n'y a plus d'hépatocytes. Donc, si il y a une fibrose qui n'est pas très avancée, je peux mettre la metformine. Par contre, dans le Child C et cirrhose Child C, il y a un risque d'acidose lactique parce que dans les Child C, la maladie rénale chronique, elle est fréquente. C'est le syndrome hépatorénal. Généralement, on évite donc la metformine. La pioglitazone, on peut la donner dans le Child A avec une caution. La caution, c'est quoi? C'est qu'on a chez les sujets hépatiques, si je suis avec une hépatométabolique, avec une cirrhose, une rétention hydrosodée, et comme vous le savez, la pioglitazone et la classe des glitazones entraînent une rétention hydrosodée, donc il y aura une aggravation et un risque de décompensation d'une insuffisance cardiaque. Donc il faut éviter les glitazones chez les sujets cirrhotiques. Les sulfamides, ils sont à éviter chez les cirrhotiques, donc, parce qu'il y a un risque hypoglycémique. On n'a pas de contre-régulation. S'il fait une hypo, il n'y a pas le foie qui va réguler. Les DPP-4 inhibiteurs, on peut les utiliser dans le child A. On l'utilise avec précaution dans le child B et il faut les éviter dans le child C. Souvent, dans le child C, c'est l'insulothérapie. Souvent, c'est l'insulothérapie. La même chose, le GLP-1, c'est le child A, on peut l'utiliser parce qu'il améliore l'obésité, mais le child B et C, généralement, on évite les GLP-1 récepteurs agonistes. La même chose avec les inhibiteurs de l'insuline, les inhibiteurs du SGLT2, pardon. Donc, il y a une possibilité d'utiliser dans le child A, mais précaution dans le child B et à éviter dans le child C. Donc, on retient une chose, child A, on peut utiliser. Child B, il faut faire très attention, il faut contrôler parce qu'il y a un risque hypoglycémique, il y a un risque
des effets secondaires. Dans le child C, c'est l'insulinothérapie, c'est le meilleur traitement pour le sujet diabétique avec une cirrhose. Moi, je parle ici de la cirrhose, donc les adaptations thérapeutiques chez les cirrhotiques. Donc, je termine avec ce qu'il faut retenir pour aborder après les questions de l'audience. Donc, les différents stades. Stéatose, donc simple, 25% de la population générale, 80% des sujets obèses ou même les sujets diabétiques, 10% vont évoluer vers la stéatohépatite. Malheureusement, lorsqu'on arrive à la stéatohépatite, il y a 40% qui évoluent vers des fibroses avancées. Le risque, c'est la cirrhose et l'hépatocarcinome. Il ne faut pas oublier qu'il y a, en plus du syndrome métabolique, d'autres causes secondaires qui peuvent se surajouter au syndrome métabolique, et c'est ça la complexité médicamenteuse, hépatitique, maladie de surcharge. Et quand y penser, donc on est le syndrome métabolique, l'obésité, les antécédents de maladies cardiovasculaires, l'augmentation du taux de ferritine, l'élévation des enzymes hépatiques. Mais en réalité, en pratique, c'est soit une échographie qui est faite qui montre une stéatose, soit un syndrome métabolique, soit un sujet diabétique, soit une élévation des enzymes hépatiques, les FIB4, 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 âge, ASAT, ALAT, plaquette, il est validé chez les sujets, donc entre plus de 35 ans, il n'est pas validé chez les sujets de moins de 35 ans, donc même pour le NFS. Le NFS, le problème, c'est qu'on a besoin également du taux d'albumine, c'est pour ça qu'on préfère le FIB4, il est plus simple, parce qu'on n'a pas besoin du taux d'albumine, on a besoin seulement des ASAT, ALAT, l'âge et les plaquettes, et le NFS n'est pas supérieur au FIB4. Dans les dernières études, le FIB4 est parfois plus, plus spécifique que le NFS. Lorsqu'on fait le FIB4 et on a un risque intermédiaire ou élevé, il faut faire le fibroscan. Le fibroscan nous renseigne sur la stéatose avec le CAP, le Controlled Attenuation Parameter. Il nous donne le S1, le S2 et le S3. Il va nous faire également l'élastométrie impulsionnelle ultrasonore et qui va nous donner les degrés de fibrose F2, F3 et F4. Donc, aucune fibrose suspectée, nouvelle évaluation non-invasive après un minimum de 2 ans. S'il y a une fibrose avancée ou cirrhose, il faut l'orienter vers une consultation spécialisée. Il y aura un dépistage également de l'hépatocarcinome. Voilà pour la présentation et je suis ouvert pour les questions, s'il vous plaît, si on peut répondre à ces Merci, questions. professeur. Et il faut profiter, hein. Très bien. Dans le cas, on peut aller plus loin dans le Au début, statine plus fibrate, non. L'intérêt, s'il vous plaît, c'est les statines. Les fibrates, il faut les oublier un petit peu. Il n'y a pas de données qui ont démontré Les absents ont tort. Merci. le risque cardiovasculaire. Donc, la priorité aux statines. Par contre, les fibrates, on les donne s'il y a une hyper-TG menaçante. Donc, généralement, dans les hyper-TG majeurs, où on pense aux fibrates. Mais priorité, déjà, c'est un patient à risque hépatique. Fibrates, si les ASAT, ALAT, ils sont plus de 3, il ne faut pas donner des fibrates parce qu'on va générer un risque sanguin. Donc, statine sans fibrate. TSH, oui, elle est obligatoire. TSH, je vous remercie pour la question. TSH, elle est obligatoire. Les causes secondaires les plus fréquentes, c'est les corticoïdes, c'est l'hypothyroïdie. Donc, TSH, on le fait. Je vous ai dit que le diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination. Donc, il faut éliminer les pathologies fréquentes. Et vous savez que l'hypothyroïdie, elle est fréquente surtout chez la femme. Donc, une femme d'un certain âge, il faut faire toujours une TSH. C'est devenu pratiquement un bilan de routine. Restriction calorique avant le traitement, oui, oui, oui. Parce que si je prends cette patiente, si elle perd 10% de son poids, elle est la patiente, elle va perdre plus de 1% de l'hémoglobine glycée. Donc les mesures hygiéno-diététiques, elles sont très importantes. Parfois, on a tendance à les minimiser parce qu'on part rapidement vers les thérapeutiques. Elle peut même réduire les doses d'insuline. Dans certaines études, il y a eu même des réductions de 30% des doses d'insuline. Donc, si elle perd cette patiente, on peut aller vers
une désescalade thérapeutique, même par rapport aux thérapeutiques du diabète. Parfois, on réduit, elle est sous 24 ou, unités de glargine, elle peut réduire. Parce que déjà, on calcule la dose de basale sur le poids. Donc, elle va réduire. Donc, les doses d'insuline, elle va réduire les thérapeutiques orales si elle a une thérapeutique orale. Il y a même une amélioration de la pression artérielle systolique et diastolique. Donc, on a une amélioration on peut même désescalader en matière de traitement de l'hypertension artérielle peut même réduire si elle est sous polythérapie. Parfois, on réduit. Là, on minimise. Parce que finalement, en réalité, je vous dis la réalité avec une honnêteté, c'est que les mesures diététiques, il faut un programme structuré. C'est pas dire au patient, ça sert à rien de dire au patient, il faut faire un régime, il faut faire du sport. Il va jamais le faire. Ça a été étudié. Il faut lui donner des solutions pratiques. Alors, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, l'activité physique, il faut mieux favoriser une activité non structurée dans les études. Parce que l'activité, une salle de sport, il faut s'inscrire, il va payer le pauvre, il va pas faire. Il va faire une séance, il faut augmenter l'activité routinière. Écoutez, vous travaillez où? Il faut faire un tour. À midi, qu'est-ce que vous faites? Je sors manger. Vous faites combien? 200 mètres. Est-ce que vous pouvez faire 1 kilomètre? Il faut faire un grand tour. Par exemple, je travaille à Mustapha, nous la grande poste, je vais partir à la grande poste pour faire une marche à 25 minutes, 30 minutes. Il faut donner des solutions pratiques où le patient il peut adhérer. Il ne faut pas donner des choses sophistiquées. Il faut faire du sport, il faut faire même l'activité, on n'a pas beaucoup de temps, peut-être qu'on va le faire dans une autre séance si vous voulez. Même le sport actuellement, la Société américaine de diabétologie a un guide sur comment faire des sports même à domicile. On profite le soir ou le matin pour comment faire une activité aérobie, anaérobie, avec des choses, avec une chaise. حنا لا فام تقول لك ما نقدرش نخرج ومون ماري elle peut faire à domicile une activité aérobie et de résistance et de renforcement musculaire et de flexibilité. Donc on peut tout faire. Et l'alimentation, il faut faire une enquête alimentaire. L'enquête alimentaire, il y a une technicité à faire. Après, détecter les failles et corriger les erreurs et réévaluer. Donc ça, c'est important parce que la perte pondérale, c'est le point le plus important. Oui, les sulfamides hypoglycémiants, oui. Donc, les sulfamides hypoglycémiants, ils provoquent des épisodes hypoglycémiques et un resucrage et donc euh, une prise pondérale. Donc, cirrhotique, oui, il y a un risque accru de sarcopénie et de dénutrition. Il faut augmenter les apports protéiques, oui. C'est ce qu'on fait en réalité. C'est un bon commentaire, une bonne remarque. C'est que dans la restriction calorique, parce qu'en Algérie, on a une consommation excessive de glucides, il ne faut pas faire baisser, au contraire. Donc, je vais essayer de réduire le maximum de glucides et de renforcer les protéines si c'est possible. Donc, renforcer les protéines et préférer les viandes blanches sur euh, les, les viandes, les viandes rouges. D'autres questions? Les hyper-TG familiales, oui. Mais les hyper-TG familiales, juste pour vous dire, parce que même les fibrates, ils donnent très peu sur les hyper-TG familiales. Les hyper-TG familiales, même le traitement, c'est des restrictions en glucides. C'est des restrictions en glucides si on a une hyper-TG donc de type 5 ou de type 4. Donc, s'il y a une hyper-TG endogène, c'est des restrictions. Et dans les hyper-TG, juste pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils font en Europe, parce que les gens pensent que c'est la thérapeutique qui règle le problème, c'est faux. Ils font des jeûnes, ils font jeûner les patients, c'est des jeûnes intermittents. C'est pas un jeûne religieux, c'est un jeûne euh, thérapeutique. On fait jeûner, on fait des restrictions caloriques et on surveille le taux de TG. Parce que si vous avez un taux de TG à 20 grammes, c'est pas c'est pas le phénofibrate qui va réduire ce taux. Il faut réduire d'une manière très importante les glucides et les TG sont glucose alcoolo dépendants. Ils font des jeûnes
et une réduction donc très importante des glucides. Chez les diabétiques, c'est encore plus facile, hein. Le diabète, hein, il nous rend service parce qu'il faut intensifier. L'insuline également, elle fait baisser l'hypertégé familial. Voilà. Donc, un cours sur le régime alimentaire. Là, il faut voir avec Dr Gougam. Elle va nous programmer peut-être un truc sur la diététique. Syndrome c'est devenir le contrôle thérapeutique si la cétose avec une maladie auto-immune hépatique sous cortico. Oui, c'est la même chose. Donc, si on a une stéatose hépatique avec une maladie auto-immune, ça, c'est un traitement, c'est bon, on peut pas parce que sous corticoïde, on peut rien faire. Ça, c'est... Par contre, si le patient il est diabétique, il faut qu'il y ait quand même une prise en charge de la glycémie et une prise en charge, parce que finalement, on les voit, les sujets sous corticostéroïdes, ils développent un syndrome métabolique. Donc, les corticoïdes, ils ont ils provoquent un syndrome métabolique acquis, même si le sujet est maigre, il va développer. Et là, c'est les mêmes mesures diététiques, réduire une petite restriction calorique sans qu'il y ait, je suis tout à fait d'accord, provoquer une perte de la masse musculaire parce qu'il y a une protection cardiovasculaire avec l'augmentation de la masse musculaire. Donc, c'est des patients qu'on éduque sur le renforcement musculaire et sur la réduction de la masse grasse. Donc, il faut réduire la masse grasse et améliorer la masse musculaire. Le jeûne intermittent a pour but d'augmenter les corps cétoniques dans le corps. Oui, ça augmente les corps cétoniques, le jeûne intermittent, mais dans ce cas, c'est juste pour limiter un petit peu, c'est parce que les jeûnes intermittents, c'est pas il jeûne après il prend des sucres rapides, c'est lorsqu'il jeûne, après ils vont prendre des soupes et des viandes blanches, et dans ce cas, on le donne pour vider le foie des triglycérides, c'est dans le but donc de réduire le taux de VLDL cholestérol et donc réduire le taux d'hyper-TG. Donc, les taux de TG vont s'améliorer si on fait un jeûne intermittent. Ça a été démontré dans les grands services de lipidologie lorsqu'on a des hyper-TG familiales. C'est surtout une éducation sur des fenêtres de jeûne qu'on augmente. Et lorsqu'on fait des fenêtres de rupture du jeûne, donc c'est donc 6 heures ou 7 heures où ils mangent, ils mangent healthy et on leur donne la ration calorique suffisante pour qu'il n'y ait pas de perte musculaire, donc en fonction de leur poids. Et dans cette fraction, on va favoriser, donc là, c'est un peu plus de détails. Si on a une hyperchylomicronémie, on va réduire le cholestérol, on va augmenter les protéines et donner du glucide. Si on a une hyper-TG, donc de type 5, donc endogène, euh, c'est réduire au maximum les glucides, donner des lipides et donner des protéines. Donc ça, c'est dans des diètes euh, personnalisées. Est-ce que les fibrates font partie des facteurs favorisant la lipidose? Ça sort du sujet. À partir de quel chiffre on donne la statine? Je vous ai dit, le classique, c'est plus de 3 fois la normale, on arrête. Parfois, on réintroduit à des faibles doses et on voit. Ça, les recommandations. Si à faible dose, ça n'augmente pas plus de 3, on, on laisse. Si ça augmente plus de 3, ça c'est le classique. Après, on a la stéatopathie et métabolique qui s'est développée dans le monde. Après, on a remarqué que c'est des sujets qui font beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'AVC. Donc, finalement, la question elle s'est reposée. Est-ce qu'on peut se contenter de cette recommandation de plus de 3? Parce que si je ne donne pas la statine, c'est une perte de chance pour le patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour améliorer cette situation? Donc, ils ont revu les cohortes américaines. Et dans les cohortes américaines, on a remarqué qu'on a traité déjà, c'est comme les registres. Parfois, on est rassuré par rapport aux données qui existent. Qu'on a traité des gens qui avaient plus de 3, voilà normal. Et on a vu ce groupe de gens qui ont été traités, entre guillemets, à tort par les statines et qui avaient des
alat plus de 3. Et on a vu leur dossier, on a vu que la plupart s'améliorent et la plupart restent stables. Donc, il n'y avait pas une crainte que très peu augmentent leurs assad alat. Donc, on a revu à plus de 5, donc, et entre 3 et 5, donc on peut donner à condition que le médecin soit alerté par rapport à un risque d'aggravation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire le bilan à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. S'il voit que c'est stable, il va revenir au, au suivi habituel, donc 1 fois par an. Et on a remarqué, donc après cette recommandation, que lorsqu'on a commencé à traiter les sujets avec une petite augmentation modérée des assad alat, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Donc, on est rassuré par rapport à ce risque. Voilà. Oui, les myalgies, oui, ça c'est important. Ça, c'est le classique. Moi, je vous parle de la particularité des enzymes hépatiques. Mais tout ce qui se rapporte à la population générale en matière de traitement de statine, ça se rapporte aux patients avec NASH. Donc, s'il y a une toxicité hépatique, toxicité pardon, musculaire, on arrête le traitement. Ça, c'est un accident musculaire, on arrête le traitement et on voit. Donc, une collègue me demande donc, le tableau sur les statines. C'est pas quel. Donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est l'ESC. Donc, risque cardiovasculaire extrême très élevé, c'est moins de 55 mg par décilitre, le LDL cholestérol. Le high risk, c'est moins de 70 mg par décilitre. Le risque, euh, le risque élevé, très élevé, extrême, c'est donc 170, 55, c'est comme les recommandations. Donc, risque très élevé, c'est moins de 55. Risque élevé, c'est moins de 70. Risque modéré, c'est moins de 100 mg par décilitre. Donc là, c'est le LDL cholestérol. Le non-HDL, c'est 130, 100 et 80 donc, milligrammes par décilitre. Est-ce qu'il y a un replay ou il y a un problème de déconnexion? Je ne sais pas si on est connecté, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on. Oui, on est connecté, je vous entends. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Il y a un problème? non, parce qu'il y a est-ce qu'il y a un replay? J'ai un problème de connexion, donc une question. C'est la personne qui a un problème de connexion. Mais puisque les autres vous répondent, là, voilà, vérifie son téléphone. Donc, fibrate et lithiase vésiculaire biliaire, moi, je n'ai pas de données sur ça. Par contre, c'est pas pour vous alarmer, mais il y a eu des case reports dans les hyper-TG majeures familiales. Il y a eu des cas de pancréatite lorsqu'on a introduit les fibres. C'est la professeure, c'est quoi cette histoire? Il y a une chaîne de YouTube qui replie les. Bon, il y a une erreur. Qui replie tous les cours BIB Med. C'est quoi BIB Med? Ah, je ne connais pas. Moi aussi. Alors, éclairez-nous. Voilà. Je sais que je sors du cours, mais quand même, éclairez-nous. Les éthymies, je ne sais pas pour la chaîne. Bibliothèque médicale. Bibliothèque médicale. Non, je Mais ne sais bon, pas. si vous avez votre bibliothèque médicale, ça, c'est enrichissant, bien sûr. Mais nous, on parle de notre formation, de la formation nationale. Qu'est-ce que j'allais dire, professeur? Ils vont vous demander probablement votre cours. Vous l'avez mis sous PDF ou pas? Je vais vous l'envoyer, madame. Et là, quand vous me l'envoyez, on va à qui je vais l'envoyer? On ne peut pas le partager. Vous avez leur. Oui, bien. Vous pouvez le partager là tout de suite. Ah, comment? Comment je le fais? Vous allez en bas vers le chat. Ressort en bas, il y a un petit cadran. Regardez, en bas, il y a un petit cadran. Vous mettez la flèche, c'est écrit fichier.
D'accord, je vais regarder. À partir du fichier, vous cliquez, vous aurez ordinateur. J'ai Vous un Mac. rentrez dans... Rappelez-vous Comment? comment vous le faites, s'il vous plaît. Parce que j'ai un ordinateur, un Mac, qui D'accord. travaille par Eh Mac. بعتوا لي من بعد بعتوا لي دوكا راني نحلها ما بواط. Il n'y a pas de problème. Après, نبعث لك les deux cours, t'as la maladie rénale وهذا et on parle. Il ne quitte pas ou بعتوه لي j'espère pas que ما ضربش la connexion. نبعث لك par email معلش. بعتوا لي pareil, mais justement, Wana, donc je vais le transférer là tout de suite. Si Donc vous la voulez. collègue pose une question sur les étimibs de PC-SCANF. Ils ne sont pas PC-SCANF disponibles en Algérie. Les étimibs, il est disponible et il est remboursé. On peut l'utiliser, les étimibs. Donc, s'il y a un risque cardiovasculaire très élevé, si on ne peut pas obtenir, encore plus, ça, c'est une bonne question. Je vous réponds à cette question. Lorsqu'on a une petite toxicité hépatique, j'ai peur des effets secondaires des statines. Ce qui est recommandé, c'est de donner une statine de faible dose et pouvoir associer les étimibs. Donc, si je peux donner une petite dose sans augmenter les acétalates et je ne suis pas dans l'objectif LDL cholestérol, donc je peux donner les étimibs associés à la statine. Donc, les données montrent que l'association, elle donne moins d'effets secondaires que donner des statines à forte dose. Voilà. Donc, pour le cours, je vais le partager avec Dr Gougam et elle va vous le partager après. Je ne sais pas s'il y a un enregistrement. Dr Gougam, il me pose la question s'il y a un enregistrement du cours. Mais bon, il y a tout sur les slides. Les slides sont très clairs. Et Parce que j'ai eu une coupure, c'est pour ça que j'ai arrêté. d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Moi, je suis en train de réfléchir à une chose. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre carrément avec les recommandations actuelles, étape par étape, tout ce qui est diabète? Euh, oui. Ah, c'est un oui timide. Oui. C'est? C'est un oui timide. Vous n'êtes pas Oui. convaincu? Je n'ai pas compris, Madame Gougam. Chauffe. On a commencé par le haut, Oui. en fait. Oui. Est-ce qu'on pourrait reprendre le diabète, mais d'une manière beaucoup plus... Détaillé. en allant vers les nouvelles recommandations, mais du début? Ah, sur cette présentation. Non. Ah, d'accord. OK. Une autre formation. Par exemple, il y a une personne qui vous dit quel est le régime alimentaire. Ah, Cette partie, on peut le demander à Zouk de nous la faire. le régime alimentaire, il faut un autre cours. Parce que Oui, justement. Mais c'est vous, pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense en réalité. C'est pas ce qu'on pense que c'est facile. C'est très difficile. Donc c'est pas très difficile. Il faut savoir comment y prendre. Et je pense qu'on pourra peut-être faire un van. S'il n'y a pas de problème, on peut. رمضان باش نتعيط ليه باش كنشوفوا لو جو راهي الدعوه راهي Ah, mais allez, c'est comme vous hyper voulez. complet. Il y a la fin تاع رمضان, la fin تاع le mois. Oui, mais allez, c'est avec Fin plaisir. تاع le mois, après, essayez de m'envoyer un message. Essayez de voir avec Azouk s'il peut faire la partie تاع le régime. S'il est d'accord, il va le faire. Mais بصح أنا, je reviens à mon idée sur le diabète. Il y a de nouvelles Ouais, recommandations, il y a de nouvelles... je sais, je sais. Ça serait intéressant d'aller de la base vers la on a on va en montant dans l'année. Oui, on peut faire même. Oui, Essayez de réfléchir. ok, ça marche. Essayez de réfléchir à ça. Oui, régime alimentaire. Oui, besoin pour le régime. دوك D'accord. يخمم لها دوك يخمم منها قال لك il faut un cours entier. بعت لي لا كومونيكاسيون تبعتها لي دوكا. نبعثها لك يا جماعة. بعتها لي ne quittez pas. Ah, d'accord.
les charges. باش نتايا دبر راسك vous me l'envoyez mais eux ils ne quittent pas pour recevoir la. Ah, d'accord. C'est par email, tout de suite. Ok, ma boîte elle est ouverte. Ok, ça.